adolescente de 16 ans qui avait tenté de mettre fin à ses jours. Et en consultation, elle m'explique que pour elle, le mot ami, ça ne désigne pas une personne, mais uniquement une fonction. Le mot quoi? Le mot ami. Ami, c'est pas une personne, c'est une fonction. C'est ça. Et je trouvais que ça allait beaucoup pour illustrer l'idée d'objectification d'autrui qui est extrêmement présente aujourd'hui. Et je dis ça alors que c'était une adolescente particulièrement bien cortiquée. Oui, bien cortiquée, mais dissociée. Complètement. Mademoiselle. Je travaille avec des enfants autistes et depuis un moment j'entends que l'autisme explose chez les enfants. Du coup je voulais savoir si c'est un constat qui se vérifiait et si c'était lié au déclassement psychique que vous avez observé. Alors il y a une augmentation des diagnostics d'autisme, d'abord parce qu'on sait mieux les faire qu'avant. Donc il y a une augmentation des cas, mais il y a aussi une augmentation des diagnostics. Il y avait beaucoup d'autisme invisibilisé parce que c'était considéré comme honteux, parce que pendant longtemps il y a eu une idéologie que l'autisme c'était de la faute de la mère et ça a été extrêmement culpabilisant pour les familles. On connaissait mal cette pathologie sur le plan neurologique. Alors c'est aussi une pathologie qui touche, qui a des marqueurs génétiques et qui touche un petit peu plus certains sous-groupes de population caucasienne et notamment les descendants de victimes de la Shoah. J'en parle dans mon livre « Se libérer de son moi toxique ». Puisqu'en fait, on sait aujourd'hui que l'épigénétique transforme l'ADN et que en fait, un choc traumatique peut modifier l'expression de vos gènes. Ça ne transforme pas l'ADN, mais ça modifie l'expression de vos gènes. Et quand il y a eu des traumas extrêmement importants qui ont été non verbalisés, ils se transmettent en fait dans l'inconscient et dans les générations d'après. Et ça pourrait participer de l'éclosion, de l'explosion, de démence précoce, de problèmes qui touchent à la mémoire en fait, et aux liens. Donc oui, c'est vrai qu'on observe plus d'autisme. Oui, évidemment, je le relie aussi à ça parce que on est moins dans l'humanisation et c'est sûr que tout le recours aux écrans donne lieu à des troubles de l'attention, donne lieu à des troubles des apprentissages, donne lieu à des pathologies du lien, donne lieu à des comportements d'allure autistique. Après, il y a l'autisme primaire et il y a les comportements autistiques. Et aujourd'hui, on met très facilement un ado dans le spectre des troubles autistiques avec une indifférenciation entre les autismes primaires et les réactions autistiques post-traumatiques parce que abus sexuels, parce que inceste, etc. Et que, comme effectivement, il y a de moins en moins de cadres et il y a de moins en moins d'investissement du lien affectif, l'enfant ne peut se replier que dans ce qu'on appelle une forteresse vide et ne rentre plus en communication. Merci. Bonsoir. Bonsoir. On dit souvent que les États-Unis ont 20 ans d'avance. Je me rappelle d'un livre, je ne sais plus qui l'avait écrit, Les hommes en grève. Et j'ai l'impression, du coup, par rapport à votre conférence, que la situation pourrait être encore bien pire. Et, je sais pas si Vous déposez un préavis, là? Non, mais on voit qu'ils sont allés beaucoup plus loin, notamment dans des combats armés à Chicago. Donc, pensez-vous qu'ici, on a 20 ans d'avance, mais pas trop quand même? Vous pensez qu'en France, on va arriver à ce qui se passe dans 20 ans, on va être dans ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis? J'ai pas bien compris le sens de votre question. Non, j'espère que non, mais j'espère que la situation décrite dans le livre Les hommes en grève aux États-Unis... Mais je l'ai pas lu. Ah. En gros, à force d'avoir un système judiciaire assez répressif envers les hommes, de leur confisquer les enfants et la moitié de leurs biens si ce n'est pas la totalité, les hommes ne voient plus l'intérêt de faire des études, ne voient plus l'intérêt d'aller trouver un travail assez bien rémunéré, et en fait sont de plus en plus démissionnaires de leur rôle de citoyen. Et ne se projettent plus, ne voient plus l'intérêt de faire des enfants. Exactement. Bien sûr. Voyez-vous cette situation arriver? Je sais pas et je lis pas dans le mar de café. Ce qui est vrai, c'est que j'entends beaucoup de témoignages de papas, enfin j'en ai plusieurs en consultation en ce moment, qui me disent c'est quand même hyper violent parce que y a une espèce d'idéologie des magistrats pro-mère qui fait que j'ai plus le droit de voir mes enfants, je peux plus voir mes enfants, qu'elle a réussi à complètement manipuler le juge, retourner l'avocat, etc. Et je pense que cette guerre des sexes n'a que trop duré et qu'effectivement, de même que bien sûr, il y a des pères pervers, il y a des pères dangereux, il y a des hommes, il y a des psychopathes qui font des enfants, hein, donc il n'y a pas que des bons pères. La tendance à
à confondre, et c'est un peu le sujet de mon prochain livre sur le divorce, à confondre l'amant et le père est très dangereuse. C'est-à-dire que je crois qu'on peut se séparer d'un homme en tant qu'amant, mais lui signifier que sa place de père, elle est irrévocable, et que sa parole est digne, et ne jamais... Enfin, moi, j'ai quitté le père de mon fils aîné et au bout d'un certain nombre d'années, et je lui ai toujours signifié que je le quittais en tant qu'amant, mais que je le quittais pas en tant que père, et qu'au contraire, j'avais besoin qu'il assume vis-à-vis de son fils toute sa fonction d'homme debout, parce qu'il était bien évident que je pourrais inspirer mon enfant sur certaines choses, mais pas sur d'autres, et que j'étais bien contente qu'il fasse sa part du travail, et qu'il était digne, et que jamais, même s'il me poussait dans mes retranchements, je pourrais l'envoyer chez lui, mais jamais devant son fils. Je ne salirais son image. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose qui est très important dans cette société où on divorce de plus en plus facilement. C'est vraiment très important d'avoir une éthique de la séparation, une éthique de la parentalité. On se rappelle que l'enfant qu'on a mis au monde, on lui doit quelque chose, et on lui doit notamment d'avoir accès à ses deux parents. Monsieur. Est-ce que dans votre pratique, vous avez eu vent dans les écoles Montessori ou les écoles dynamiques qu'il y ait eu une gestion du Covid différente, que ce soit de la part des parents, des enseignants, etc. Plus humaine, hein, oui, plus humaine. J'ai pas alors, des parents beaucoup moins affolés. Des parents souvent comme, mais pas tous, hein. Il y avait aussi des gens qui étaient dans une pensée très normée, qui étaient à Montessori parce que c'était bien, c'était bilingue, c'était machin, c'était truc, mais qui étaient covido-flippés comme les autres. J'ai pas eu énormément de retours là-dessus. L'école Montessori à laquelle je pense, oui, la directrice était très intelligente, mais c'était une école maternelle, donc ils n'avaient pas la question du port du masque. Elle était très intelligente, et je pense qu'elle a su faire en sorte que l'enseignant puisse montrer un visage humain aux enfants une certaine partie du temps. Oui, merci beaucoup pour votre intervention qui est vraiment très très enrichissante. Moi, une question, et avant juste un très rapide témoignage. Moi, je suis enseignant dans le 93 au collège, dans un collège du 93, et j'ai été absolument sidéré par le niveau d'obéissance en fait de mes collègues et de gens en fait avec lesquels je m'entends plutôt bien, qui sont des personnes, notamment les CPE, qui sont des personnes très très investies, qui font un vrai travail avec les enfants, qui fonctionnent bien. Je les ai vus dire le masque. Et moi, je me suis retrouvé en fait dans un délire un peu comme dans le Rhinocéros de Ionesco ou dans un truc à la Kafka, c'est-à-dire que moi j'étais là, genre, mais alors Albert Camus, George Orwell, tous ces auteurs qui sont dans notre ADN culturel, etc. En fait, il n'y avait plus rien, quoi. C'est-à-dire que des gens qui sont censés avoir un haut niveau d'études et de raisonnement, en fait, à obéir en fait vraiment au doigt et à l'œil à des directives. Et bon, ça a été en fait très traumatique aussi. Hyper violent pour nous en tant qu'enseignants. Et du coup, moi, j'ai essayé en fait de me positionner par rapport à ça. J'avais pas envie de collaborer avec ce truc qui me débectait complètement. Et en même temps, j'avais pas envie de me faire virer de mon boulot. Parce qu'en fait, on sait jamais ce qui peut se passer. Bah oui, vous étiez dans le dilemme tragique, au sens propre. On est passé à ça parce qu'il y a eu les soignants suspendus. Et puis je me suis dit, après, c'est les profs. On y arrive. Enfin, je me suis dit, et donc ça a été hyper traumatisant. J'ai cru que j'allais perdre mon boulot. Enfin, bon, heureusement, je suis toujours là. J'ai l'impression d'avoir un rôle à jouer. La question que je voudrais vous poser, c'est en fait, par rapport aux élèves, nous, en tant qu'enseignants, les profs, qu'est-ce qu'on peut essayer de mettre en place? Moi, je suis prof de français, donc je pense que le langage, justement, aussi, j'essaie de les sensibiliser à l'importance du sens des mots, parce que la falsification des mots, on a été là-dedans complètement, quoi. Geste barrière, machin, cluster. La novlangue était abominable, elle était glauque. Une novlangue abominable, et tout le monde récitait ça, même des gens qui sont censés avoir de l'esprit critique. Et la vitesse à laquelle la liturgie a été intégrée était incroyable. Ouais, c'est ça. Et du coup, en fait, maintenant, la poussière est un peu en train de retomber. On commence à respirer un peu, mais on est... En fait, moi, je vis dans l'angoisse que ça commence. Bien sûr. Je me dis, bon, il est temps de semer des graines de conscience. Et comment est-ce que, en tant qu'enseignant, en fait, on peut permettre... Enfin, c'est une question un peu générale, je ne vous demande pas de solution miracle, mais est-ce que vous avez des idées sur comment on peut se positionner, nous, en tant qu'enseignants, par rapport à ce qui s'est passé, qui est traumatique? Moi, de temps en temps, j'en parle un peu avec mes élèves, mais c'est très difficile. J'aurais demandé, vous, comment vous avez vécu ça? Et en fait, j'ai des yeux ahuris qui n'osent pas dire, qui ne savent pas quoi répondre. Ils ont peur. Qui ont peur, voilà, du regard des autres, qui sont, à mon avis, dans une forme de dissonance cognitive un peu par rapport à tout ça. Ils ne savent plus quoi penser. On les a essorés, on les a rincés.
Et, Vous nous, faites le geste, hein, on les a tordus en fait. Complètement. Et nous, en tant qu'enseignants, je pense qu'on peut apporter, enfin peut-être essayer de les amener à guérir un peu de ça. Enfin, je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait faire, quoi, en fait. Voilà. En tant qu'enseignant, vous pouvez leur rendre la dignité de penser. Vous pouvez les réhabiliter dans le fait qu'ils ont le droit de penser. Mais on voit bien à leurs yeux ahuris qu'en fait, ils savent même pas qu'ils peuvent en penser quelque chose. Là, on est dans la sidération traumatique. C'est-à-dire, là, ils sont tellement collés à la situation qu'ils savent pas qu'ils peuvent penser quelque chose de la situation. Et on avait des petites filles qui oubliaient carrément d'enlever le masque après l'école, tellement elles avaient intériorisé la chose. Je pense que vous pouvez, en tant qu'enseignant, c'est dans votre place. Faut essayer de rester à sa place, je crois, parce qu'une des perversions de la crise, ça a été de changer les places. C'est-à-dire que les enseignants étaient des flics, les restaurateurs étaient des policiers, les enfants étaient des adultes, les adultes étaient des enfants. Donc je pense que ce que vous pouvez faire pour rester à votre place, c'est leur enseigner ce que c'est qu'un être humain, un être de langage, un être d'histoire, un être de besoin, un être de désir, la différence entre le besoin et le désir. Tu as peut-être le désir de porter un masque pour ne pas être puni, mais tu as aussi le besoin et le droit de préserver ton intégrité corporelle. Donc, vous êtes prof de français, allez sur le sens des mots. Et là, vous les réhabilitez dans la possibilité de mettre de la nuance. Et donc, en fait, ils vont se réaxer d'eux-mêmes. Ça va être un peu comme une séance d'ostéopathie psychologique. C'est-à-dire que d'eux-mêmes, avec les bons mots au bon endroit, ils vont se réaxer dans ce qu'ils ont vécu. Ça va semer des graines. Et ça va éviter aussi que vous vous retrouviez avec des élèves qui craquent d'un coup devant vous, ce qui est compliqué à gérer parce que vous avez un groupe à tenir et que vous êtes devant une classe, vous n'êtes pas dans un cabinet de psychothérapie. Voilà, mais vous verrez que ceux qui sont à la limite de le penser, mais ils avaient juste besoin d'avoir un adulte bienveillant en témoin qui authentifie leur droit à vivre quelque chose, ceux-là, ils vont passer le cap. Ceux qui ne peuvent pas, parce qu'à la maison, il n'y a pas le droit, les parents sont très très soumis, etc., ils ne vont pas le faire. Et ils ne vont pas le faire parce qu'ils ne peuvent pas le faire, parce que ça va trop les écarteler, ça va trop les mettre dans un conflit de loyauté par rapport à leurs références à la maison, qui sont encore jeunes au collège. Et dans ces cas-là, c'est OK. Vous avez semé, ils prendront ce qu'ils peuvent prendre. Je crois qu'il faut faire confiance aussi à l'inconscient des enfants pour prendre ce qu'ils peuvent prendre. Et ils le chopent et après, ce qui peut pousser va pousser. Mais tous ceux qui seront à la limite et qui avaient juste besoin d'avoir un adulte, c'est quelqu'un qui n'est pas collé et qui est juste un petit peu derrière, qui dit « je te pars si tu te casses la figure ». Vous vous remettez dans cette position et du coup, ils vont pouvoir le faire, le pas. Je ne sais pas si je vous ai aidé. Mais... Oui, non, c'est éclairant, merci beaucoup. Laurent. Oui, plusieurs petites remarques. Vous avez, à travers votre exposé, montré que vous vous engagez dans un champ de réflexion, et ce n'est pas du tout un reproche que je vous fais, au contraire, c'est un compliment, un champ de réflexion qui dépasse votre discipline originelle, puisque vous lancez des pseudopodes dans l'anthropologie et tout ça, et c'est très bien. Moi, je ne peux que vous encourager à en lancer encore d'autres. D'accord. Parce que c'est vraiment une question, une problématique totale, ce que vous lancez. Véritablement au sens fort de cet adjectif. Ben oui, je crois que les chiffres de psychiatrie ne veulent rien dire. Mondiale, moi, en tant qu'historien, je pourrais ajouter la Première Guerre mondiale, que moi je considère comme étant le début du processus de destruction de la masculinité en Occident, et tout particulièrement en France. Vous avez qu'à voir, je vous donne un petit exemple, regardez le film Capitaine Conan, vous voyez un super-héros, littéralement, un tueur. Et quand je dis un tueur, c'est pas du tout pour le cracher dessus, c'est un vrai guerrier. Dès qu'il est retourné dans le monde normal, à la fin, on le voit à la fin du film, c'est une épave. Bon. Moi, je vois dans ma famille, et je vois dans plein de familles, le nombre d'hommes qui sont revenus de la guerre en étant des épaves, et qui sont revenus dans des familles où les femmes avaient littéralement pris le pouvoir, et le processus dure encore. Mais malgré elles aussi, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas eu d'autre choix à un moment donné. En partie. Là encore, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire pour vous, dans l'inconscient collectif, il y a eu quelque chose à ce moment-là de très morbide, du sacrifice de l'homme. Oui,
Oui, mais il y a beaucoup plus que ça. C'est-à-dire que la Avec technique, une pour le coup, a tentation, créé une forme de une combat. tentation de matriarcat. Oui. Parce que la De technique. toute façon, on revient au matriarcat sacrificiel aujourd'hui. Hein. Oui. La technique, les nouvelles formes de la guerre qu'on voit se déployer totalement dans la Première Guerre mondiale, créent une forme de combat d'où l'héroïsme est totalement absent. Et où la mort arrive de façon totalement arbitraire. Et industriel d'ailleurs. comme Pardon ? Et industriel d'ailleurs. Et comme industrielle, mais arbitraire, c'est-à-dire que la mort est inhumaine. Et j'emploie pas l'adjectif inhumain au sens moral. Non. J'emploie au sens Déshumaine- premier du terme. Ça n'est déshumaine- plus la mort humain. est déshumanisante. Ce sont comment dire, les projectiles atteignent des vitesses qu'on ne peut plus gérer, qu'on ne peut plus parer. Autrefois, vous pouviez parer une épée, vous voyez, ou un coup de hache, ou que sais-je. Pas toujours si le gars était rapide, si vous étiez lent, mais bon, on était dans un domaine de gestion du système nerveux et cognitif humain qui était gérable. Là, les nouveaux projectiles et tout ça, c'est fini. Oui, On donc peut on plus revient gérer. à la notion de l'industrialisation de Oui. la vie et de la mort. Donc le courage classique N'a plus de sens. n'a plus de sens. Le courage héroïque n'a plus de sens. Seul un courage stoïcien a encore un peu de sens. Mais ça, tout le monde ne peut pas l'avoir. Bon. Donc la Première Guerre mondiale, vous voyez, c'est un phénomène. Alors en France, c'est clair. C'est clair, net et précis. Le courage masculin populaire qui est né pendant la Révolution française et les guerres de l'Empire, avec la figure du sans-culotte et celle du grognard, le courage masculin populaire a été assassiné pendant la Première Guerre mondiale. Alors ensuite, vous avez l'humiliation de la défaite de 40, Oui. la défaite du mouvement ouvrier en 1936, l'humiliation de l'occupation, et l'humiliation à partir de 1944 de formes de masculinité populaire alternatives, qui ne sont plus françaises, qui sont toutes américaines. Oui, qui sont toutes américaines. Ça bien sûr. commence avec les GIs, ça continue avec les rockers et les blousons noirs, etc. Ensuite, c'est les hippies dans les années 60. C'est que des formes américaines de masculinité populaire. Vous avez- D'ailleurs, De Gaulle avait prédit qu'on finirait par détester les Américains. Hein. Oui, oui, bon. Vous avez, j'ai pas tant De Gaulle sans vouloir mais vous avez les années 50 qui voient le début du processus de déification de l'adolescence. Les années 60 avec les hippies et les gauchistes, le début du processus de déification de l'enfance. Moi, je vois dans une librairie gauchiste, ultra-gauche, alternative, machin, à Côté côté... aller chercher ton Kinder. Oui. À côté de là où j'habitais récemment, et qui est tout le temps, enfin l'entourage de cette librairie est tout le temps squatté par des individus de ce genre. Bref. Et j'ai vu un bombage sur un mur en face de cette librairie qui est grandiose, qui m'a terrifié. J'avais un frisson. L'adulte n'existe pas. Ouais, alors Et ça, je relis ça, pardon, je vous rends la parole dans un instant, mais je relis ça au fait que l'idéologie de gauche actuelle, son modèle anthropologique, c'est l'enfance, la protection, le maternage, etc., l'irresponsabilité. L'idéologie de l'extrême droite, et la pédophilie à fond. Hein. et la pédophilie aussi, bien sûr, l'idéologie de l'extrême droite, c'est l'adolescence. C'est l'adolescence. Dans la culture de Ouais. droite, c'est Dans très la culture de droite, c'est l'adolescence. C'est l'homme qu'on a des grosses comme ça, qui ne pense que bagarre et baise. Bagarre et baise, mais surtout bagarre. Ouais, c'est Bukowski, ça. Ouais. Mais c'est pas tellement Bukowski. Moi, je pensais plutôt à un petit personnage minable du paysage d'extrême droite français, qui a fait une vidéo il y a quelques mois où il prône le retour à la chevalerie. Je ne sais pas si vous voyez ce jeu. Il y a toute une littérature de droite, une littérature de compensation. Ça, c'est très bien. Voilà, bon. Et les fachos sont des ados, en fait. Et je vois. Bah dans oui, tout ça, un tas c'est sûr, c'est des ados ils glorifient frustrés, ouais. l'adolescence. C'est des ados Mais frustrés. nulle part on ne glorifie l'homme. L'adulte, ouais. Non, mais non seulement l'adulte, c'est les deux, en fait. À la fois l'homme Ah bah non. en tant qu'espèce biologique, mais également l'homme en tant que. L'adulte, oui. Bon. Non, mais il est désacralisé, C'est les l'homme. deux. Non, mais il n'est pas désacralisé, il est Et l'homme détruit. adulte est Il est détruit. détruit et annihilé partout. Alors vous dites, et vous avez raison, je ne crois pas aux utopies collectives. Vous avez entièrement raison, on a vu ce qu'elles ont donné. En revanche, si je puis me permettre,
on ne peut pas, enfin, c'est pas une injonction de quoi que ce soit, hein, on ne peut pas se contenter de visions purement psychologiques. Ah bah non, pas du tout. Il faut aussi passer dans le domaine de soit du politique, soit du métapolitique, soit de l'anthropologie politique. Oui, mais du tout à fait. politique dans tous les cas. Tout à fait. Mais moi, j'ai pas cette prétention. Dans mon expertise, je peux rester que dans la psychologie. Après, la psychologie n'est pas une vision du monde. On est bien d'accord. Bien sûr. On prend une dernière, monsieur. Bonjour. Bonjour. Oui. Merci. Bonjour, merci pour votre intervention. Vous avez parlé du fait que pour vous, l'une des raisons de notre société actuelle, c'est le fait qu'on a arrêté de croire, on a déspiritualisé la société. Ma question est la suivante. Pensez-vous qu'il faut réinstaurer la chrétienté dans l'État ou réinventer une forme de spiritualité? Non, je crois qu'il faut simplement arrêter de raconter que la vie n'est pas sacrée. Il faut arrêter de raconter aux gens que c'est du progrès, de buter des bébés, de décider quand est-ce qu'on meurt, Voilà, il faut juste arrêter de dire que la vie n'est pas sacrée et de réduire l'être humain à une définition statistique. Et je pense que quand on reviendra simplement à une anthropologie saine de la part de nos élites, chacun choisira en conscience la religion dans laquelle il est bien. Mais la dimension sacrée de la vie ne peut plus être niée par les élites politiques parce que sinon la civilisation elle court à sa perte. Ça ne veut pas dire que on doit tous aller à l'église tous les dimanches. Ça, c'est libre à chacun de vivre sa spiritualité, sa foi, comme il l'entend et avec le dogme qu'il souhaite et avec les passages à vide qu'on traverse tous quand on a la foi. Il y a des moments où on a la foi, il y a des moments où on la perd. Et puis voilà. Mais c'est pas tant l'étiquette dogmatique d'une religion qui importe pour moi, même si je pense que la séparation de l'église et de l'État a beaucoup plus nui à l'État qu'à l'église. Mais c'est la définition de l'homme dans sa dimension verticale et sacrée. Donc non, on ne se permet pas de raconter à nos enfants qu'un petit caisson hyper bar en Suisse, c'est vachement bien parce qu'ils vont mourir sans douleur d'étouffement. Voilà, on évite de dire ça. On évite de nous raconter qu'il faut accélérer dans le progrès de l'euthanasie. On évite de nous dire que l'avortement est un moyen de contraception. Déjà, ce sera pas mal. Là, si vous voulez, on va passer à la partie plus privée des échanges à la signature. Pardonnez-moi à leur avance. Et je suis un tout petit maître des horloges. Et je tenais vraiment à vous remercier parce que pour cet exposé et pour ce courage intellectuel et moral. Ah, merci beaucoup. Si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.